Nous allons voir maintenant une grille qui va nous permettre de structurer, d'orienter notre observation du développement affectif des enfants. Alors, cette grille-là, dans la version originale, elle a été élaborée par Erikson, qui est un psychanalyste, mais à cause des problèmes d'ordre méthodologique ou scientifique, je vais traduire cette grille d'observation-là euh, en remplaçant le ça, le moi, le surmoi par des termes qui sont plus faciles à observer directement. Alors, au lieu de parler du ça, je vais parler d'autocontrôle, donc de manque d'autocontrôle à tous les stades. Alors, le pôle confiance, autonomie, initiative, travail sont caractérisés par un manque d'autocontrôle euh, que les psychanalystes traduiraient, eux, par une domination du ça. À l'autre pôle, au lieu de parler de domination du surmoi, je vais plutôt parler d'excès d'autocontrôle. Alors, pour les pôles méfiance, honte et doute, culpabilité, infériorité, euh, on va parler d'excès d'autocontrôle. Et au lieu de parler du moi, je vais parler d'équilibre entre les deux pôles. Donc, voilà. Alors, un peu plus bas, non, un peu plus bas, dis-je, je vais vous présenter une version détaillée de cette grille-là. Euh, donc, on a vu les différents stades déjà dans la première partie de la session euh, pour les enfants de 0 à 5 ans. Alors, on va y aller assez rapidement parce que c'est du déjà vu. On a vu que de 0 à 2 ans, les enfants sont au... Ah, j'ai pas mis les âges. Vous pourrez voir dans vos notes de cours là, les âges relatifs à ces stades-là. Donc, de 0 à 2 ans, l'enfant est au stade confiance-méfiance. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va développer un équilibre à ce stade-là? Alors, c'est par la qualité des soins de base. Lorsque les soins de base sont donnés de façon appropriée, l'enfant va développer un sentiment de confiance. Lorsque l'enfant éprouve dans son corps de la souffrance, mettons, il y a trop chaud, il y a trop froid, il a mal aux fesses parce que ça fait longtemps qu'il est dans son pipi puis il commence à être irrité, quand il se cogne, bon, peu importe, quand il se brûle, mettons, les parents ont fait chauffer son lait au micro-ondes, puis là, il se brûle les lèvres, la bouche, la langue, il éprouve de la douleur, donc il va développer de la méfiance. Alors, euh, bien sûr, on veut bien prendre soin de nos enfants, mais il est totalement impossible qu'un enfant n'éprouve jamais de frustration. Une fois de temps en temps, il va avoir des coliques. Un enfant tout à fait normal va pleurer à l'occasion, même à chaque jour. Euh, et c'est à ce signal des pleurs de l'enfant que le parent va comprendre que ah bon là mon enfant est fatigué, il veut dormir, ou il veut que je le prenne, ou il veut que je l'alimente, que je le fasse boire, ou que je le change. C'est de cette façon-là que l'enfant exprime ses besoins. Alors il est normal qu'il y ait occasionnellement des souffrances. C'est l'équilibre entre la satisfaction et la frustration qui va amener l'enfant à développer l'équilibre au plan affectif. Alors, un indicateur de déséquilibre du côté du manque d'autocontrôle, donc un déséquilibre du côté de confiance. Alors, l'enfant va manifester des émotions positives à l'égard des situations étrangères. La méfiance, un déséquilibre du côté de méfiance, l'enfant va manifester des émotions négatives à l'égard des situations familières. Alors, l'équilibre, un enfant qui est en équilibre au plan affectif va
manifester des émotions positives à l'égard des situations familières et une certaine crainte, une certaine méfiance du côté des situations étrangères. Alors, c'est normal qu'un enfant à 1 an ait pas le goût de se faire prendre par un inconnu, mais qui ait le goût de se faire prendre par sa mère ou son père. Alors, occasionnellement, certains enfants peuvent manifester des émotions négatives à l'égard des situations familières. L'important, c'est ça ne veut pas dire qu'ils vont être en déséquilibre du côté de méfiance si l'enfant pleure dans les bras de sa mère ou de son père, ou refuse d'être pris par eux autres. C'est à l'observation des constantes qui, euh, qui va faire que c'est quand une observation se répète de façon constante qu'on va en tirer des conclusions plutôt fiables. Donc, c'est normal que une fois de temps en temps, les enfants soient intrigués par la figure étrangère et soient intéressés de s'en approcher. Mais si systématiquement l'enfant manifeste un excès de confiance en toutes circonstances étrangères, on va voir qu'il y a un déséquilibre plus ou moins important du côté de confiance. Et si l'enfant manifeste de façon assez constante des émotions négatives, même à l'égard des figures familières, on va dire que cette personne-là, cet enfant-là, a un déséquilibre du côté de méfiance. Alors, dans les déterminants, qu'est-ce qui fait qu'on va se développer du côté d'un excès de confiance? Ben, c'est lorsque, bon, je vais y aller à l'inverse, là, vu que dans le paragraphe, c'est le contraire. Alors, comment on va faire pour développer de la méfiance? C'est lorsque les soins sont négligents. Mettons, il y a de la négligence répétée ou parfois même de la violence. La mère qui échappe sa cigarette dans le visage de son enfant au moment où elle le change, ou elle le cogne régulièrement, ou elle brûle, ou elle, et, donc, si l'enfant éprouve régulièrement des sensations désagréables dans son corps, il va développer un sentiment de méfiance à l'égard de l'environnement. Et inversement, si les soins sont d'une perfection telle que l'enfant n'a jamais le temps de broyer, n'a jamais le temps de ressentir la moindre frustration, mais cet enfant-là va développer un excès de confiance dans son environnement. Or, l'équilibre, c'est d'accorder en contexte la confiance qu'il faut et la méfiance qu'il faut. Un équilibre entre confiance-méfiance, c'est très simple. Bref. Alors, vers 2 ans, 2, 3 ans, l'enfant va arriver au stade de honte et doute, donc autour de 2 ans à peu près. Alors, encore une fois, ici, on a un déséquilibre du côté de, cette fois-ci, ça va être autonomie, ou déséquilibre du côté de honte et doute. Alors, on se rappelle que de ce côté-ci, il y a un excès d'autocontrôle, alors que de ce côté-ci, il y a un excès, il y a un manque d'autocontrôle. Alors, l'enfant qui est en équilibre, ça va être un enfant qui va tenter d'essayer tout seul de faire des choses qu'il n'est pas capable de faire tout seul, il va s'y essayer. Et étant donné qu'il n'est pas capable de le faire tout seul, il va finir par demander de l'aide ou il va accepter l'aide qu'on va lui offrir. L'enfant qui a un déséquilibre du côté de autonomie, c'est un enfant qui va tenter aussi de faire tout seul des choses qu'il n'est pas capable de faire tout seul, mais qui va refuser de demander de l'aide. Et quand on va lui offrir de l'aide, il va nous repousser. Il veut s'acharner à faire tout seul, il va s'entêter, il va se choquer. Mais étant donné que ce sont des choses qu'il n'est pas capable de faire tout seul, ben, il n'y arrivera pas et puis ça se termine mal. Soit qu'il brise les choses, soit qu'il fait une colère, qu'il se met à broyer. Mais donc il ne verra pas cet échec-là comme étant quelque chose de une opportunité d'apprendre de nouvelles affaires à partir du modelage offert par quelqu'un d'autre, de plus compétent que lui. Un déséquilibre du côté de honte et doute s'observerait
chez les enfants qui ne tentent pas de faire quelque chose qui pourtant se situe dans ses acquis. Donc, on l'a déjà observé auparavant que l'enfant était capable de faire une chose, et là, l'enfant hésite à la faire, n'a pas confiance en lui, il va plutôt demander de l'aide. Et euh, même s'il est capable de le faire par lui-même. Ou il va tout simplement refuser de faire cette action-là. Alors, donc, les trois stades, autonomie, honte et doute, le stade initiative, culpabilité, et le stade travail, infériorité, ils s'observent tous avec cette même logique-là. Du côté d'autonomie, l'enfant refuse de faire seul quelque chose qui est capable, non, l'enfant refuse de se faire aider pour quelque chose qu'il n'est pas capable de faire seul. Un déséquilibre du côté d'initiative, c'est la même chose. L'enfant tente de faire seul une séquence d'actions et il refuse l'aide, il ne demande pas d'aide, il s'acharne à le faire tout seul. Même chose pour le travail. Un déséquilibre du côté du travail, c'est le fait que l'enfant tente de faire seul quelque chose qu'il n'est pas capable de faire seul et il refuse d'être aidé. De même, avec la même logique, un déséquilibre du côté de culpabilité, c'est l'enfant, il ne tentera pas de faire seul quelque chose qui pourtant il a démontré auparavant qu'il était capable de le faire seul. Il va avoir tendance à demander de l'aide tout le temps ou à refuser de faire les choses tout seul. Même chose pour infériorité. L'enfant tente pas de faire seul quelque chose qu'il est capable de faire et il va demander de l'aide. Alors, autonomie, initiative et travail, c'est un manque d'autocontrôle. L'enfant s'acharne à faire des affaires, il n'est pas capable de se retenir de le faire. Le déséquilibre dû à un excès d'autocontrôle dans le cas de honte et doute, culpabilité et infériorité, c'est le fait que l'enfant se retient de faire quelque chose alors qu'il serait capable de le faire. Alors, comment faire pour faire une différence entre la honte et la culpabilité ou le sentiment d'infériorité, hein? Ce sont des sentiments, des états affectifs qui sont très proches. C'est dur de faire la différence entre la honte et la culpabilité ou le sentiment d'infériorité. Alors, comment on va observer cette distinction-là? C'est à travers les actions que l'enfant fait devant nous. Alors, dans le cas du stade autonomie, honte et doute, ce que l'enfant fait, ce sont des schèmes d'action simples. Donc, c'est des actes découpés, isolés. Les exemples que je donne ici, c'est par exemple l'enfant quand il va mettre de l'eau dans un verre, il va vider le verre, il va remplir le verre, il va vider le verre. Il fait à répétition des actes, des actions simples. Il va se mettre derrière une chaise, puis il va pousser la chaise à travers le local, puis ça va être ça, son jeu. Voilà. Alors que dans initiative versus culpabilité, là, les actions vont être organisées en séquence. Par exemple, il va ouvrir l'eau du robinet, dévisser le tube de pâte à dents, il va mettre de la pâte sur la brosse à dents, puis après ça, il va se brosser, après ça, il va cracher dans le lavabo. Après ça, il va remettre de la pâte à dents, il va se rebrosser les dents, il va recracher. Après ça, il va remettre de la pâte à dents. Donc, il fait des séquences d'actions. Là, il y a plusieurs actions. Là. Ouvrir l'eau du robinet, dévisser le tube, mettre de la pâte à dents, après ça, se brosser, après ça, cracher. On voit qu'il y a plusieurs actions qui s'enchaînent logiquement les unes avec les autres. Alors que dans la séquence d'actions simple, il n'y a pas plusieurs actions. Et dans le stade travail versus infériorité, il y a aussi plusieurs séquences d'actions. Comme dans le cas de initiative versus culpabilité. Alors, la différence entre initiative versus culpabilité et travail versus infériorité, c'est que dans le cas de initiative versus culpabilité, les actions sont ludiques, on fait ça pour jouer, alors que dans travail versus infériorité, les actions sont fonctionnelles. Donc, on les fait
par but d'efficacité fonctionnelle. On se brosse les dents parce qu'on a mangé et non pour